ben donc on va d'abord voir les types de bruit et comment les combattre. Si on a le temps, on continuera avec à qui s'adresser, mais c'est une matière très vaste. Je vais essayer de vous donner le maximum d'informations en un minimum de temps. Et j'ai un problème pour passer à la slide suivante. Ah non, voilà. Alors, parmi les sources d'informations que HomeGrid met à votre disposition, vous avez des publications. Il y en a une qui est consacrée à l'isolation acoustique des maisons bruxelloises qui ont été divisées en appartements. Donc, c'est une problématique spécifique, mais qu'on rencontre souvent à Bruxelles. Et puis, vous avez aussi le code de bonne pratique. Bon, vous verrez dans le titre et dans la structure d'ailleurs qu'il est lié à la prime à la rénovation de l'habitat qui n'existe plus puisqu'elle a été remplacée avantageusement d'ailleurs par la prime Rénolution. En gros, ce sont les mêmes postes qui sont subsidiés, mais avec des montants beaucoup plus élevés. Donc, ce référentiel technique reste d'application, reste valable. Donc, c'est une source d'information précieuse et d'ailleurs, beaucoup de slides que j'utilise dans cette présentation viennent de là, notamment pour vous expliquer les types de bruit. Euh, donc, le bruit, c'est une onde. Une onde, on la représente comme ceci, mais en réalité, c'est tout simplement un changement de pression qui est transmis de particule à particule dans l'air, mais aussi à l'endroit où cette onde rencontre quelque chose. Ce quelque chose, ça peut être votre tympan, mais ça peut être aussi le mur. Évidemment, votre tympan, il vibre beaucoup plus facilement que le mur et donc vous entendez presque la totalité du son émis, alors que le mur va comment dire, amortir une partie du bruit et donc en fonction de sa performance, vous allez entendre plus ou moins de l'autre côté. Euh, Ça, c'est en tout cas valable pour les bruits aériens qui sont diffusés à partir d'une source aérienne comme une voix, comme de la musique. Les bruits de contact, eux, ils sont injectés directement dans la structure du bâtiment avec énormément d'énergie et ils vont se propager dans tout le bâtiment, parfois 4 étages plus haut. Et les parois de tous les locaux adjacents réfléchissent ce bruit là sous forme de bruit aérien, mais c'est bien la source est bien un bruit de contact. Alors pour les bruits aériens, on a surtout dans les structures entièrement béton, on a aussi des transmissions latérales. Euh, Dans les logements traditionnels bruxellois, en général, on a peu ce phénomène et donc on le néglige. Alors, comment est-ce qu'on peut caractériser le bruit? On le caractérise aussi par sa fréquence, c'est-à-dire le nombre d'oscillations qu'on a par seconde. Alors, plus les oscillations sont longues, enfin, moins il y a d'oscillations par seconde, plus on a un son grave. Les basses fréquences, c'est ce qu'on a à gauche du piano. Plus les oscillations sont serrées, plus on a un son aigu, c'est ce que vous avez à droite du piano. Et le son n'a pas forcément la même intensité à toutes les fréquences. Et ceci est représente typiquement un son qui a été mesuré. En rouge, vous avez un son avec une prédominance de son à basse fréquence. C'est généralement le son du trafic. En bleu, vous avez une pointe dans les hautes fréquences. C'est peut-être un enregistrement qui a été fait à proximité d'une cour de récréation avec les enfants qui crient. Voilà. Alors, on va commencer par les bruits aériens. Donc, vous avez compris déjà que plus la masse est grande, plus l'onde a du mal à mettre cette masse en vibration. C'est assez compréhensible, c'est assez logique, je veux dire. Et en conséquence, si on a le choix de placer un appareil, quel qu'il soit, de le fixer dans un mur plus lourd plutôt que plus léger, c'est mieux parce que les bruits qui seront provoqués par ou via ces appareils seront moins propagés dans le reste du bâtiment.
Alors, ce qui est important, c'est que c'est le point le plus faible qui détermine les performances de l'ensemble et que donc, dans les appartements traditionnels, on a souvent les prises qui sont mises dos à dos. Eh bien, si vous mettez votre oreille à côté de la prise, vous allez entendre plus vos voisins que dans le reste du mur. La première chose à faire, c'est faire la chasse aux fuites. Éviter les saignées dans le mur mitoyen. Dans certains cas, on a un affaiblissement, enfin un amincissement de la paroi au droit des cheminées et donc la cheminée est enfin, ou les gaines en tout cas sont un point de passage privilégié du bruit. Donc ça, c'est des choses, des éléments que votre oreille peut vous aider à déceler. Et puis, on va voir ce qu'on peut faire. Ce qui est important aussi, c'est l'étanchéité de la paroi. Réfléchissez bien si vous prenez le choix d'enlever le plafonnage d'un mur en brique parce que vous aimez bien l'aspect de la brique, sachez que d'office, la performance de votre paroi va chuter terriblement. Par contre, si vous avez, ici on a un exemple d'un mur de 14 cm en bloc de béton cellulaire. Le béton cellulaire est un très bon isolant thermique, mais c'est malheureusement un très mauvais matériau du point de vue acoustique parce qu'il est fort léger. Mais si on le rend bien étanche d'un seul côté avec un enduit même mince, on améliore ses performances assez fort. Alors, donc, avec votre oreille, allez à la chasse éventuellement à des anciennes saignées qui auraient pu être bouchées avec un papier non tissé. Donc, vous ne voyez pas que vous avez des trous, mais votre oreille peut vous aider à les trouver. Et donc, il faut idéalement les reboucher avec un matériau bien, bien massif, bien lourd, comme du plâtre. Euh, et il faut éviter évidemment d'encastrer quoi que ce soit dans les murs mitoyens, mais si c'est impossible à éviter, sachez qu'il existe des blochets, je ne sais pas si vous le voyez à côté de moi, ce sont des blochers bien lourds et bien étanches qui sont disponibles en tout cas chez les revendeurs de matériaux pour, pour les bâtiments passifs, puisque ces blochets sont bons, puisqu'ils sont étanches. Ce qu'on trouve fréquemment dans les appartements, c'est des trous dans le plafond qui n'ont pas, enfin, soit qui sont cachés par le cache du luminaire, mais le trou est toujours là. Et le luminaire étant, enfin, le cache du luminaire étant mince, il n'empêche pas le bruit de passer. Parfois, le trou est carrément visible. C'est important d'éliminer ces trous. Si on n'a pas la possibilité de les reboucher avec du plâtre sur toute l'épaisseur, puisqu'il faut rajouter de la masse, hein, je vous le rappelle, il faut essayer de garder l'homogénéité de la masse. On peut bricoler quelque chose avec une plaque de bois, mais ça doit être du bois bien massif, bien épais, si vous voulez que ça ait une efficacité quelconque. Alors, dans les murs, il y a parfois des portes. Les portes, elles doivent être étanches aussi si on ne veut pas que le bruit passe par les portes. Il existe comment on peut appeler ça, enfin bon, ce sont des joints autocollants qu'on peut trouver pour pas cher dans les magasins de bricolage. Il en existe de toutes les formes, de toutes les épaisseurs. Donc, vous pouvez trouver ce qui peut s'adapter exactement au vide que vous avez entre votre porte et le chambranle. Évidemment, ça n'a d'efficacité que si vous n'avez pas cette situation-ci où le bruit passe autour du chambranle. Mais ça aussi, votre oreille éventuellement peut vous aider à le déceler. Sinon, il faut enlever le cache du chambranle et vérifier et, le cas échéant, reboucher sur toute l'épaisseur du mur avec un matériau lourd comme du plâtre ou si la fente est très mince avec du silicone. Alors, on vend des rideaux acoustiques
Ces rideaux n'ont pas une énorme efficacité du point de vue acoustique. Ils sont surtout utiles pour arrêter les courants d'air, mais dans certains cas, si vous n'avez pas d'autre recours, ça peut vous aider un tout petit peu. Ce sont des rideaux en feutre fort épais. Voilà, c'est mieux que rien, disons. Alors, la ventilation là-dedans, forcément, si vous enlevez, si vous rendez complètement étanche votre porte alors que cette porte sert de transfert pour la ventilation dans le logement, que ce soit pour la porte palière, l'entrée de l'air dans l'appartement ou que ce soit entre deux pièces, généralement, vous avez un étalonnage de la porte, donc une fente en dessous de la porte pour que l'air puisse passer, ou dans certains cas, une grille dans la porte. Mais bien entendu, dans ce cas-là, le bruit passe par là aussi. Euh, une solution efficace pour rendre votre porte étanche, mais laisser quand même passer l'air de façon contrôlée du point de vue acoustique, c'est d'une part de réaliser un battant en bas pour pouvoir mettre un joint aussi, comme ça votre porte est bien étanche, et ensuite mettre une grille acoustique, c'est-à-dire une grille par laquelle l'air doit passer, doit faire un chemin relativement long qui est tapissé d'un matériau hautement absorbant qui va amortir une grande partie du bruit. Pas tout, mais c'est mieux que rien si vous devez quand même assurer la ventilation par cette porte. Et ce n'est pas beaucoup plus moche qu'une grille classique. Donc, voilà. Euh, alors, la masse, voilà, je vous ai dit, c'est important de garder son homogénéité, mais dans une rénovation, on ne peut pas rajouter à l'infini de la masse. Euh, il existe heureusement un système qui marche super bien, qui est le système masse-ressort-masse. Vous voyez ici des chiffres, bon, c'est pour ce matériau-là en particulier, pour ce test-là en particulier, mais on avait un mur en béton qui avait un affaiblissement acoustique au bruit aérien de 54 décibels. En doublant son épaisseur, on n'a gagné que 4 décibels. Bon, parfois, ça peut être plus avec d'autres matériaux. En plus, le matériau est mauvais, plus le fait de l'épaissir rajoute de l'amélioration. Mais voilà, ici, on a appliqué l'effet masse-ressort-masse, c'est-à-dire qu'on a rajouté un deuxième mur de la même épaisseur, de la même masse, et il est totalement désolidarisé du premier. C'est schématisé par ce ressort. Et là, on a gagné 30 décibels. Donc, c'est ce système-là qu'on va utiliser en rénovation. Je vous parle maintenant un peu de théorie, mais je vous expliquerai comment on met ça en pratique. Plus les masses sont importantes et plus la distance entre les masses est importante, plus le système est efficace. Et on voit ici un exemple où on a un mur en béton avec une masse surfacique de 600 kg par mètre carré et qui apporte un affaiblissement acoustique de 65 décibels en appliquant un effet masse-ressort-masse dans la construction d'une cloison légère qui a une masse surfacique 10 fois plus faible, de 60 kg par mètre carré, on obtient plus ou moins le même affaiblissement acoustique. Donc voilà, ça c'est un principe très très précieux. Comment est-ce qu'on le met en pratique sur un mur? Ici, vous voyez, vous avez d'abord votre première masse qui est le mur existant qui a été rendu étanche. Vous avez une ossature métallique qui est construite pas directement sur le bâtiment, mais en intercalant un matériau amortissant, souple. Il y a un matériau souple aussi le long du mur, pardon, le long du mur et du plafond. Et l'ossature métallique ne touche pas, à aucun endroit ne touche le mur existant. Sur cette ossature, on va mettre le plus de masse possible et en général, 2 plaques de plâtre ou 2 plaques de Fermacell font l'affaire. Bon, Fermacell, c'est une marque, hein, c'est Fibroplâtre, le mot générique.
l'intérêt du fibroplâtre, c'est qu'il est très, très résistant et qu'on peut euh, y attacher des matériaux assez, enfin des équipements assez lourds comme des lavabos, des miroirs, voilà, sans devoir forcément aller retrouver l'emplacement de la structure. Alors, vous voyez schématiser un matériau absorbant. Ce matériau absorbant, on l'appelle souvent isolant acoustique. Ce n'est pas un isolant parce que ce n'est pas lui qui réalise l'isolation acoustique. Ce qui réalise l'isolation acoustique, c'est le système masse-ressort-masse que je viens de vous expliquer. Mais on a toujours le risque d'avoir des ondes stationnaires entre les deux masses. Et donc, il est indispensable d'insérer un matériau absorbant entre les deux masses pour arrêter ces ondes éventuelles. Un système plus facile pour les bons bricoleurs, plus facile à mettre en œuvre mais moins efficace, c'est les panneaux prêts à l'emploi. Donc, vous avez une couche de plâtre sur laquelle est déjà fixée une épaisseur de 5 à 10 cm de matériaux absorbants. Et vous pouvez, avec une colle spéciale, venir coller ça directement sur le mur existant. Donc voilà, c'est moins cher, mais c'est moins efficace, mais c'est aussi moins épais puisque ce genre de structure-là, c'est entre 8 et 10 cm d'épaisseur, alors qu'ici, on a un minimum de 5 cm. Donc, il y a des cas où on a des portes ou des fenêtres qui empêchent de mettre en place l'autre solution. Mais donc, ceci est une intervention plus abordable pour tout le monde. Pour les plafonds, c'est exactement le même principe. On a aussi les fers masse-ressort-masse, mais là à l'horizontale. La première masse étant soit la dalle de béton existante, soit si on a enlevé le plafond existant, le plancher existant du voisin du dessus. Et la deuxième masse étant le faux plafond qu'on va réaliser. Alors, comment faire l'effet ressort? Eh bien, en venant ancrer l'ossature métallique, pas directement dans le mur, mais via une bande souple. L'ossature métallique étant flexible, elle peut se déformer via la bande de désolidarisation et donc c'est ça qui donne cet effet ressort. Idéalement, on n'a aucune fixation dans le plafond. On doit avoir évidemment une ossature suffisamment épaisse pour reprendre la portée, mais normalement, pour une portée inférieure à 4,10 m, on n'a pas besoin d'ancrage supplémentaire dans le plafond. Si on utilise un ancrage, il faut absolument que ce soit un ancrage anti-vibratile et il faut en mettre le moins possible. Alors, on peut aussi mettre en place l'effet masse-ressort-masse quand on intervient par-dessus. Donc ici, on a le plafond existant qui est la première masse. Dans les bâtiments anciens, c'est généralement assez épais et donc assez efficace comme masse. Et puis, la nouvelle masse, ce seront des panneaux d'OSB qui ne sont pas posés directement sur les gîtes, mais via un matériau amortissant, une bande ou des plots. Ça peut être du caoutchouc, ça peut être de la laine de bois ou de verre, mais à plus grande densité que ce qu'on utilise comme matériau absorbant. Ou alors, quand on a une structure en béton, on peut on peut mettre en place des lambourdes qui sont désolidarisées et sur lesquelles on peut venir fixer les panneaux lourds. Donc, ce sont des solutions qui se trouvent dans le code de bonne pratique et qui peuvent permettre de respecter la norme nationale. Maintenant, nous sommes en train de tester des solutions qui ne permettent pas de respecter la norme, mais qui permettent de faire d'économies de matériaux parce que la norme, en fait, exige que le système fonctionne quel que soit le revêtement et nous voudrions tester des systèmes où le revêtement fait partie
de l'isolation. Et si on a un plancher massif en chêne, par exemple, ben, qu'on puisse tenir compte du poids de ce plancher. Mais voilà, donc le principe, c'est toujours que tout est désolidarisé, y compris les plaintes, y compris d'éventuelles canalisations qui traverseraient. Euh, Ce qui est important, c'est que quand on a une structure en bois, si quand vous sautez sur le plancher, vous avez un effet trampoline, vous avez tout qui tremble autour de vous, ou vous avez le lustre du voisin en dessous qui bouge, ça ne sert à rien de faire des grosses interventions comme ça. Ça ne sera pas satisfaisant tant qu'on n'aura pas renforcé, rigidifié le plancher. Mais là, on n'est plus dans les petites interventions. Je vais passer à la suite. Alors, qu'est-ce qu'un matériau absorbant? Ben, c'est tout simplement un matériau souple, tout ce qui est laineux ou tout ce qui est mousseux avec des cellules ouvertes, c'est-à-dire où l'air peut circuler puisque le bruit, ben, c'est une énergie et, il perd son énergie au contact de ce matériau. En fait, l'énergie sonore se transforme en chaleur. C'est évidemment très peu de choses, mais c'est le principe physique puisque rien ne se perd, rien ne se crée. Alors, on trouve dans le commerce voilà, des plaques qu'on peut mettre sur le mur et qui réduit de 60% le bruit aérien ou qui donne un affaiblissement acoustique de 42 décibels ou qui divise le bruit par deux. Ici, c'est carrément un papier peint. Eh ben non, ne vous y fiez pas. Il n'existe pas de solution mince et légère contre le bruit aérien. Euh, les cartons à eux que j'ai souvent entendu recommander, ça n'a pas d'efficacité non plus contre les bruits aériens. Par contre, ça peut modifier l'acoustique de la pièce dans laquelle on les a mis. Donc, les rockers qui répètent dans le garage de leurs parents et qui couvrent les murs de carton à eux, ben, en fait, ils s'entendent un petit peu moins bien puisqu'il y a une partie du son qu'ils produisent qui est amortie par les caissons. Du coup, ils jouent plus fort et donc ce n'est pas du tout une solution. Euh, alors, j'insiste qu'il n'y a pas de matériaux magiques, mais que ce sont les systèmes qui comptent. Ici, c'est la preuve dans une structure en bois où on a euh, appliqué, mais ici, on a bien appliqué le système masse-ressort-masse parce qu'on a les plaques d'OSB qui font le contreventement et les plaques de finition qui sont éloignées les unes des autres. Et donc, on a une grosse masse et une grande distance entre les deux et on a effectivement une très bonne isolation acoustique entre les deux. Ici, on a fait le contreventement d'un côté et la cloison de finition de l'autre. On a exactement les mêmes matériaux, mais ils sont placés autrement et on a un très, très mauvais résultat parce qu'on n'a pas de bon effet masse-ressort-masse. Donc, des systèmes bien pensés. Je vous parlais de la correction acoustique qui permet de corriger la réverbération dans la pièce même. Euh, il y a beaucoup de confusion chez les fournisseurs de matériaux entre isolation et correction acoustique. On vous vend des plafonds acoustiques qui sont en fait des plafonds perforés et qui sont donc faits pour la correction acoustique. On vous dit que le liège est très bien pour l'isolation acoustique. Non, le liège, surtout s'il est brut, qu'il a comment dire, s'il est poreux, il est bien pour la correction acoustique, mais voilà, en fait, ces matériaux, ils réduisent simplement la quantité de bruit qui est réfléchie sur la paroi, mais ils ne réduisent pas la quantité qui traverse la paroi. Alors, je passe maintenant au bruit de contact. Euh, voilà, je ne sais pas si vous connaissez les bidochons, mais les bruits de contact, c'est en général ce qui gêne le plus les gens, les bruits de pas, les bruits de jouets qui tombent, le bruit de déplacement d'objets. Et l'idéal, évidemment, c'est de pouvoir amortir à la source.
parce qu'à ce moment-là, le bruit n'a pas l'occasion d'aller se transmettre dans la structure du bâtiment. Si on ne peut pas intervenir à la source, alors on doit traiter les parois adjacentes comme s'il s'agissait de traitements contre les bruits aériens, puisque je vous ai dit que la transmission se fait sous forme de bruit aérien, mais ce sont des solutions beaucoup plus coûteuses, puisque au lieu d'avoir une couche à la source, on doit isoler en gros tous les voisins, toutes les parois les plus minces, en tout cas celles qui vibrent qui sont mises en vibration le plus facilement. Mais parfois, on en arrive à devoir faire la boîte dans la boîte et c'est assez coûteux. Alors, la solution idéale contre les bruits de contact, quel que soit le support, hein, ça peut être un support en béton aussi. Ici, on a sur le plancher existant, on a mis une couche amortissante de 2 cm ici de laine de verre, je pense, mais ça peut être un autre matériau amortissant. Et puis, on a mis en place un plancher flottant. Il est flottant puisqu'il ne touche pas le bâtiment, il ne touche pas les plinthes, il ne touche pas les canalisations qu'il traverse. Et le choix du revêtement n'a pas d'importance dans ce cas-là. Si on remplace le bois par du tapis ou du carrelage, on aura toujours le même amortissement au bruit de contact. Il existe des chapes qui sont prêtes à l'emploi pour réaliser des planchers flottants, mais il existe aussi, ici vous voyez, on a gardé le plancher existant. Quand on intervient par le dessus, on peut en profiter évidemment pour isoler à la fois contre les bruits aériens et par les bruits de contact en enlevant le plancher existant, en réalisant ce plancher flottant contre les bruits de contact et en même temps, on a fait l'effet masse ressort masse dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mais je reviens au bruit de contact. Euh, la solution de base pour ne pas devoir refaire complètement votre sol, c'est de choisir le bon revêtement pour ne pas gêner vos voisins. Le carrelage, c'est le pire choix. Tous les bruits de talons, enfin, le bruit est transmis très très bien. Le parquet, ça dépend comment il est posé, mais dans certains cas, ça peut être une meilleure solution. Le lino, il est en lui-même déjà un petit peu amortissant, mais le tapis, c'est un excellent amortissant contre les bruits de pas. Euh, Malheureusement, le tapis, il n'est pas très populaire à cause bah, de, de- d'un bruit qui se répand, que c'est allergène. Moi, je prétends que ce qui est allergène, c'est pas la poussière. La poussière, c'est juste une réaction physique d'éternuer quand il y a de la poussière. Ce sont les acariens. Alors, les acariens, pour survivre, ils ont besoin d'humidité et d'obscurité. Et ça, ils n'ont pas sur un tapis. Donc, normalement, il ne devrait pas y avoir d'acariens dans un tapis. Il suffit de bien passer l'aspirateur pour enlever les poussières. Mais bon, voilà, ça pour moi, c'est la solution miracle, le tapis. Ça fonctionne extrêmement bien contre les bruits de pas, contre les bruits d'objets, contre les bruits de déplacement de chaises. Voilà, c'est à recommander. Maintenant, si on veut absolument pas, pour les déplacements de chaises et autres objets, il y a moyen de mettre des feutres ou autres solutions fait maison sous les pieds. Ça permet déjà d'éviter beaucoup de nuisances. Pour les machines plus lourdes et qui vibrent, il existe des plots de toutes les sortes, des matériaux de toutes. Enfin, c'est toujours à base de caoutchouc en général ou carrément à base de ressort quand on a affaire à des machineries lourdes comme des chaudières. Ici, on a mis simplement sous les machines à laver un tapis en caoutchouc recyclé, mais on peut se contenter de mettre des plots en caoutchouc sous les pieds. Il en existe aussi qu'on peut visser à la place des pieds existants, ici aussi. Ceci, c'est un des meilleurs systèmes qui existent contre les bruits
des machines parce que le caoutchouc étant évidé, il peut se déformer plus facilement. Et donc, il amortit très bien. Il faut juste se renseigner auprès du fournisseur de ces matériaux pour que l'amortisseur qu'il vous vende soit adapté au poids qu'il doit reprendre, parce qu'il ne faut pas que ce soit complètement écrasé par le poids. Il ne faut pas non plus que ça se mette à bouger dans tous les sens si la machine n'est pas assez lourde par-dessus. Il existe à Bruxelles des spécialistes de ce genre de matériaux. Homegrid n'a pas le droit de donner d'adresse, mais si vous me contactez à titre personnel, je le ferai. Euh, alors, il est important de faire la distinction entre les matériaux de désolidarisation, donc ceux qu'on met autour, autour d'un plancher flottant, autour des canalisations qui traversent le plancher flottant, qui ne reprennent pas de poids, et les matériaux amortissants qui, eux, vont reprendre du poids. Donc comme ceux qu'on utilise sous un plancher flottant. Ce genre de matériaux qu'on trouve dans les bricots, ce genre de matériaux aussi en mousse très très compressible, sont très très bien comme matériaux de désolidarisation, mais insuffisants comme matériaux amortissants parce qu'ils vont être complètement écrasés et donc ils ne rendront plus ils ne rendront plus leur rôle. Les matériaux amortissants, c'est plutôt ceux à base de caoutchouc ou de feutre. Il y a des feutres de toutes les sortes, hein. Ça, c'est des feutres de mouton que vous connaissez sûrement, mais vous avez aussi des feutres faits à base de moutons recyclés, à base de laine de bois, à base de tas de choses. Et puis, vous avez aussi sur le marché des matériaux qui combinent les deux, comme je ne sais pas si vous le voyez ici, il y a une couche de caoutchouc et une couche de feutre en dessous. Ce sont des matériaux qui sont assez bien du point de vue amortissement. Et alors, vous avez, pour désolidariser, des tas d'accessoires. Tous fonctionnent selon le même principe, c'est-à-dire, c'est ici qu'on le voit le mieux. Vous avez ici deux profilés en métal qui ne se touchent pas puisque vous avez du caoutchouc entre les deux. Donc, vous pouvez fixer ici dans le mur ce profilé et de l'autre côté, fixer autre chose. Et ce sera désolidarisé de mieux puisque vous avez le caoutchouc entre les deux. Ceci peut être aussi utilisé sur un mur à la verticale. Donc, vous pouvez visser dans le mur et puis vous vissez votre équipement ici dedans. Ou l'inverse, mais en tout cas, vous avez une très bonne désolidarisation. C'est important pour des baffles, par exemple, que vous accrochez au mur, mais aussi tout autre équipement qui peut provoquer du bruit, comme des équipements de cuisine, de salle de bain. Alors, pour ce qui est de la cuisine, il y a beaucoup de bruits qui peuvent facilement être évités si on met un tapis amortissant en dessous. Par exemple, des machines qui vibrent, vous mettez un tapis amortissant en dessous, le bruit va beaucoup moins se transmettre aussi bien chez vous que chez votre voisin. Là où vous avez souvent des bruits de choc, de vaisselle, de casserole que vous déposez, eh bien, si sur le plan de travail, vous posez aussi quelque chose de souple, vous allez aussi beaucoup moins déranger vos voisins. Euh, tout ce qui est canalisation, c'est le même principe pour empêcher la propagation du bruit. On insère aussi du caoutchouc entre la canalisation et sa fixation. Il existe aussi d'ailleurs des fixations qui sont elles-mêmes anti-vibratiles avec aussi du caoutchouc. Et alors, bien entendu, vous avez aussi pour limiter le bruit des portes à la fermeture, ces mêmes petits joints qui vous servent à faire l'étanchéité, à assurer l'étanchéité de la porte, ça sert aussi à amortir le bruit de la porte à la fermeture. Et alors,
le meilleur conseil que je puisse vous donner aujourd'hui, c'est de vous acheter des pantoufles avec des semelles en feutre. Ça ne se trouve pas partout, mais c'est le plus efficace contre les bruits de pas. Ça vous permettra de vous promener partout sans vous soucier de gêner vos voisins. Alors, les conclusions, il n'y a pas de matériaux magiques. Ce sont les systèmes qui doivent être bien pensés. Il faut faire la fuite, la chasse aux fuites acoustiques. Et ayez toujours à l'esprit de désolidariser tout ce que vous pouvez désolidariser qui fait du bruit ou qui pourrait en véhiculer. Et amortir, c'est le même principe que la semelle que vous insérez dans votre chaussure de sport. Ça amortit les chocs de façon très efficace. Alors, est-ce que j'ai encore le temps de faire, Oui, j'ai encore le temps, hein. J'ai encore 10 minutes, oui. Alors, je vais vous dire rapidement à qui vous pouvez vous adresser en cas de problème. Si vous ne parvenez pas à dialoguer avec votre voisin. Alors, pour une nuisance ponctuelle ou si c'est en cas d'urgence, comme du tapage nocturne, c'est la police. C'est toujours intéressant si vous avez des voisins qui sont de mauvaise composition, de collectionner les PV de la police, même si a priori ça vous donne l'impression que ça ne sert à rien. Par contre, quand vous avez affaire à une nuisance sonore récurrente ou prévisible, par exemple une chaudière ou quelqu'un qui tous les samedis donne un cours de flamenco, eh bien, vous pouvez vous adresser par ordre, hein, j'insiste, d'abord au service communal de médiation qui est gratuit. Toutes les communes ont un service de médiation qui sont des gens qui sont formés pour établir un dialogue entre voisins quand les voisins n'arrivent plus à communiquer de façon civile. Si cela échoue, vous pouvez porter plainte via le portail Infobruit. C'est aussi une procédure gratuite. Et en dernier recours, si rien ne fonctionne, vous avez la justice de paix. Je le mets vraiment en dernier recours parce que j'ai vu trop de cas malheureux où les gens qui avaient raison ont perdu leur procès, je pense qu'on peut appeler ça comme ça, enfin ont perdu leur affaire parce que ils étaient moins bien préparés, ils n'avaient pas les bonnes preuves, ils n'avaient peut-être pas aussi le meilleur avocat, je ne sais pas. De toute façon, la justice de paix, il y a une première étape qui est gratuite, qui est la tentative de conciliation et qui est plus ou moins équivalent au service de médiation, mais sans le savoir-faire des médiateurs. Et si après comment dire, vous portez plainte réellement, vous allez avoir des frais de procédure et si votre voisin prend un avocat pour se défendre, vous aurez aussi des honoraires d'avocat parce que vous serez obligé d'en prendre un aussi. Enfin, vous ne serez pas obligé, mais vous avez vraiment intérêt à en prendre un aussi. Donc, voilà, la justice de paix, c'est un dernier recours. D'abord, la médiation. Alors, je vous parlais de ce portail Infobruit, on trouve de tout dessus. Vous trouvez aussi toutes les coordonnées des médiations de toutes les communes. Et vous avez aussi, nous avons entamé une collaboration avec les médiateurs où on peut faire des visites à domicile avec eux. Et donc, nous, on fait un rapport technique. Et chez les locataires, le rapport peut être utile pour communiquer avec le propriétaire, mais de toute façon, nous, on apporte notre vision technique et le médiateur, lui, aide à communiquer. Alors, le portail Infobruit, vous trouvez dessus toutes les réglementations et les procédures de plainte en fonction du type de bruit. Vous avez même le bruit des avions, le bruit des chantiers. Ce qui nous intéresse ici, c'est surtout le bruit de voisinage et en particulier le comportement. Et donc, vous avez
voilà, vous avez toutes les explications et accès au formulaire de plainte qui ressemble à ça. On vous on vous demande si c'est à l'intérieur ou à l'extérieur, de décrire la nuisance en détail, à quel moment elle intervient, ce que vous avez déjà entrepris comme démarche. Et puis, on vous demande un schéma qui permet d'identifier. Et alors, vous avez aussi le site de Bruxelles Environnement sur lequel vous trouvez beaucoup d'informations sur le bruit, notamment les normes de bruit de voisinage en région bruxelloise. J'en arrive aux questions. J'ai encore des slides qui me permettront peut-être de répondre aux questions sur la façon dont les mesures de bruit sont prises. Mais je vais maintenant laisser la parole aux questions. Oui, je reviens donc. Merci pour cette présentation qui était très claire et très complète. Alors, on a deux questions du coup. Je vais repartager mon écran. Alors, hop. Alors, donc la première question, c'est question sur l'intégration esthétique des doublages acoustiques. Avez-vous des astuces lorsque la pièce possède de jolies moulures et ou cheminées? Malheureusement, oui, pour les moulures, il y a une solution, mais qui n'est pas bon marché, c'est de faire un moulage préalable des moulures et de les recouler. Enfin, il existe des professionnels spécialisés là-dedans qui peuvent refaire des moulures à l'identique en tenant compte du fait que la pièce a changé de dimension. Pour les cheminées, c'est plus compliqué. Quand il y a vraiment un problème, quand c'est une cheminée qu'on n'utilise pas, moi, je conseille de la boucher le mieux possible et même éventuellement de la remplir d'un matériau absorbant. Si c'est une cheminée qu'on utilise, c'est plus compliqué parce que théoriquement, le doublage devrait être fait par-dessus le manteau. Donc, ça empiète sur la belle cheminée, le beau manteau de cheminée, enfin, le beau manteau de cheminée en marbre ou autre que vous voulez garder. Donc là, il n'y a pas de solution magique. Soit vous faites un doublage plus mince pour garder quand même un petit peu de tablette, soit vous devez refaire cette cheminée autrement, mais il n'y a pas vraiment de solution magique pour la cheminée, je suis désolée. Alors, on a une deuxième question. Il y a des questions qui arrivent au fur et à mesure du coup. La Ouais. deuxième question, donc bonjour, merci pour cette mine d'infos. Pour des bruits entre les pièces, impact et aérien dans une maison en structure béton, si je souhaite diminuer le bruit à l'intérieur de la chambre du bruit de la maison, je favorise l'intervention dans la chambre ou à l'extérieur de la pièce. Mais pour le bruit aérien, c'est tout à fait symétrique en fait. Le bruit passe de la même façon d'un côté vers l'autre et l'intervention peut être faite des deux côtés avec la même efficacité. Maintenant, si comment dire, la pièce dans laquelle vous allez faire le doublage, vous allez aussi là supprimer la composante de bruit de contact qui est éventuellement transmise par là aussi. Donc, si vous voulez vous isoler à la fois des bruits aériens et des bruits de contact, il vaut mieux privilégier le doublage dans la pièce elle-même. Donc, je ne sais pas si je réponds bien à la question. Euh, Ensuite, on a une troisième question. Donc, j'entends un bruit de vrombissement dont je ne peux situer et identifier. J'entends le bruit que d'autres n'entendent pas. Comment puis-je trouver la source? Euh, ouais, c'est un problème difficile. Nous faisons des visites sur place qui parfois nous permettent d'identifier la source, mais pas toujours, bien entendu, parce que la source peut se trouver loin. On n'en va pas forcément la trouver, mais on peut essayer on peut en tout cas, on peut en tout cas chercher. Maintenant, il faut que
le vombrissement, ait lieu quand on vient, sinon on ne peut pas vous aider. Mais en général, l'oreille est un bon outil. Euh, si vous, comment dire, avec votre oreille, vous pouvez déjà euh, percevoir s'il y a un mur qui vibre beaucoup plus que les autres. Si ce mur vibre beaucoup plus que les autres, alors il y a des chances que la source de bruit soit en contact avec ce mur. Voilà, donc ça, ce sont des pistes. Mais voilà, mais donc si vous ne trouvez pas, on peut essayer de vous aider à trouver. Par contre, si c'est un bruit que personne d'autre n'entend, bon, c'est vrai qu'il y a il y a des gens qui ont des acouphènes, euh, mais en général, ce n'est pas un vomissement, c'est plutôt un bruit aigu. Et donc, ces gens sont gênés par un bruit en permanence, mais qui est dans leur oreille. Et là, je crois qu'il y a des solutions contre ça, mais pas enfin, dans le monde médical, pas dans le monde technique. Euh, alors, la question suivante, comment savoir quelle épaisseur il faut placer dans les planchers existants? Euh, on représente souvent l'espace entre gîtes remplis de l'aide minérale, mais est-ce nécessaire? En fait, l'efficacité du remplissage est logarithmique, comme quasiment tout en acoustique. L'acoustique, même l'échelle des décibels est logarithmique aussi. Non, donc, ah oui. Désolée. Euh, Donc, en fait, plus vous remplissez, plus c'est efficace, mais les premiers centimètres sont les plus efficaces et les derniers les moins efficaces. Et donc, on donne souvent comme bon rapport qualité-prix de remplir 60% de l'épaisseur disponible. Mais maintenant, si vous utilisez des flocons de cellulose, par exemple, qui ne coûtent rien, remplissez tout, hein. Voilà. Alors, pourrions-nous avoir la visite et l'avis d'un expert? Bah oui, vous pouvez le demander. On n'est pas très nombreux et assez débordés, donc ce sera peut-être pas tout de suite, mais bien volontiers. Alors, est-il possible, efficace, de mettre une machine à laver sur un tapis ou des plots si elle est placée sur le plan de travail dans une cuisine? Sous le plan de travail, oui. En fait, oui, c'est efficace à condition qu'elle ne touche pas le plan de travail, ni le mur, ni les cloisons des meubles adjacents. Donc, vous pouvez toujours intercaler partout où vous avez peur qu'il y ait un contact accidentel. euh, Intercaler des rondelles de feutre qu'on achète facilement dans les magasins de bricolage, pour éviter qu'il y ait un contact direct. Plus votre feutre sera épais, plus ce sera efficace. Mais donc oui, c'est possible à condition que vous veillez à ce que ça ne touche rien autour de la machine. Alors, mon voisin au-dessus de chez moi a tout isolé son sol. De mon côté, j'ai isolé le plafond. Pourtant, j'entends les craquements métalliques et des poutres. Ben ça, c'est probablement parce que la structure est en bois et qu'elle est insuffisamment rigide. Et du coup, même malgré l'intervention de votre voisin et malgré votre plafond, euh, le sol bouge et donc votre plafond aussi, sous l'effet des pas. Et voilà, ça c'est la. Donc, que faire? Bah, idéalement, ce n'est pas une petite intervention, ce serait démonter votre plafond acoustique, renforcer rigidifier la structure en doublant les gîtes ou en rajoutant des entretoises ou en rajoutant. Enfin là, il vaut mieux s'adresser à un entrepreneur spécialisé pour faire ça. Et donc refaire alors le faux plafond acoustique en dessous de cette structure qui a été rigidifiée, ou l'intervention peut être faite par-dessus aussi. Tout dépend de ce que votre voisin a fait comme intervention, mais on peut aussi démonter ce qu'il a fait chez lui.
rigidifié par-dessus et puis remettre un plancher flottant chez lui. Une autre possibilité, c'est que les travaux chez votre voisin n'ont pas été réalisés correctement. Le problème avec l'acoustique, c'est que la moindre erreur anéantit le résultat, contrairement à l'isolation thermique où si on fait une erreur, bah, ça marche moins bien, mais ça marche quand même. Donc, mais moi, je pense plutôt que c'est la première solution, c'est la structure qui n'est pas assez rigide. Et donc, malheureusement, les efforts qui ont été faits de part et d'autre ne donnent pas le résultat escompté. Alors, existe-t-il des solutions acoustiques pour plancher entre appartements qui présentent également des qualités de résistance au feu nécessaires pour respecter les normes? Bon, pour ce qui est des plafonds, en tout cas, c'est clair que les faux plafonds acoustiques peuvent être en même temps, enfin peuvent donner la résistance au feu nécessaire, puisque c'est en général deux plaques de plâtre. Si on choisit la bonne épaisseur, le bon type de plâtre, on a d'office la résistance au feu qu'on veut. Par contre, quand on intervient par le sol, là, je crois qu'il vaut mieux vérifier avec les pompiers parce que les pompiers en général considèrent que le feu se transmet plus du bas vers le haut que du haut vers le bas et donc ils souhaitent que ce soit le faux plafond qui soit résistant au feu. Mais s'ils acceptent une solution où vous réalisez le plancher flottant avec des plaques de fibroplâtre. Enfin, oui, dans ma présentation, j'avais des exemples de solutions. Rigideux, par exemple, me Fermacell, je pense à ça aussi, Knauf aussi. Toutes ces marques ont des solutions pour le sol en fibroplâtre et c'est minimum 20 mm de fibroplâtre. Ça pourrait suffire pour réaliser la résistance au feu. Mais encore une fois, c'est à vérifier avec les pompiers pour voir s'ils acceptent cette solution ou non. Alors, mon voisin a démoli 2 cheminées situées contre le mur mitoyen. J'ignore comment il a rebouché ou réparé le côté de son mur. Depuis, j'entends tous les bruits provenant de cet appartement. Je suppose qu'il n'a pas rebouché sur toute l'épaisseur. Il a peut-être tout simplement, comme on fait souvent, hein, mis une plaque de MDF pour boucher les trous. Et évidemment, cette plaque de MDF ne donne pas suffisamment de masse. Donc, l'idéal, ce serait enfin, je ne sais pas ce qu'il a fait comme finition de son côté, mais l'idéal, ce serait qu'il enlève cette plaque, qu'il rebouche tous les trous sur toute l'épaisseur de la maçonnerie avec un matériau lourd. Donc, ça peut être des briques maçonnées si les trous sont grands, ça peut être du plâtre si les trous sont plus petits, mais quelque chose de lourd. Et puis qu'il refasse sa finition là-dessus. Donc voilà, moi je vous conseille d'inviter votre voisin, si vous êtes encore en bon terme avec lui, à venir écouter chez vous ce qu'on entend quand ses enfants jouent. Et, voilà, et de lui expliquer que la solution n'est pas forcément très compliquée, mais tout dépend évidemment de ce qu'il a, de ce qu'il a fait chez lui. S'il a construit une bibliothèque devant, ou voilà, ça pourrait être plus compliqué à mettre en œuvre. Alors, dans le cas d'un lavabo fixé dans une paroi, ne s'agit-il pas de bruit de contact plutôt que de bruit aérien? Alors, en fait, dans le cas d'un lavabo, on a les deux types de bruit. On a je sais pas moi, les gobelets, la brosse à dents, le rasoir qu'on dépose euh, sur le lavabo qui se transmet sous les deux formes de bruit. Mais de toute façon, comme j'expliquais, les bruits de contact, ils sont transmis dans le local adjacent sous forme de bruit aérien. Donc, si chez vous, vous mettez en place un doublage acoustique
contre les bruits aériens, vous allez aussi supprimer la composante de bruit de contact qui est transmise par cette paroi. Mais bien entendu, je conseille d'installer un lavabo avec des fixations antivibratiles, d'installer en fait toute installation technique sanitaire ou autre avec des fixations antivibratiles. Alors, comment vérifier la qualité de sa réparation ou la faire modifier? Ça, tout dépend s'il y a quelque chose. Déjà, vous avez votre oreille pour vérifier s'il y a une amélioration. Sinon, si c'est en cours, s'il y a quelque chose qu'on peut voir, appelez-nous, on verra si on peut venir en urgence, regarder comment l'entrepreneur est en train de travailler ou ce que vous êtes en train de faire si c'est vous qui faites les travaux. En tout cas, envoyez-nous une description de ce que vous comptez faire ou de ce qui est en train d'être fait pour qu'on puisse vous donner notre avis là-dessus. Alors, que se passe-t-il après le dépôt de plainte à Infobruit? Ça, c'est une bonne question. En fait, Infobruit, donc la plainte va être transmise à Bruxelles Environnement. Bruxelles Environnement va venir installer un sonomètre chez vous qu'il va laisser suffisamment longtemps normalement pour pouvoir mesurer le bruit. Bon, il arrive que justement il n'y ait pas de bruit pendant que le micro est installé. C'est l'environnement éventuellement peut revenir. Et donc, il compare les résultats des mesures de bruit qui sont prises avec les normes bruxelloises qui définissent des dépassements de bruit autorisés par rapport au bruit de fond. Donc, en fait, plus vous vivez dans un quartier calme, plus vous êtes gêné par les bruits de vos voisins. C'est assez logique parce que si vous êtes le long d'une autoroute, vous allez beaucoup moins entendre vos voisins parce que ça sera masqué par le bruit de l'autoroute. Mais après cela, si les bruits qui vous gênent respectent quand même la norme bruxelloise, parce que la norme bruxelloise, elle est relativement sévère le week-end et le soir, mais elle prend peu en compte les très basses fréquences. Alors, elle est en cours de révision pour respecter davantage la réalité des gènes, des nuisances sonores à Bruxelles. Mais voilà, donc la nouvelle version sera plus conforme à la gêne qu'on a subi réellement. Mais là, pour le moment, il est possible que les mesures de Bruxelles Environnement n'enregistrent pas de dépassement des normes. Alors, si ils enregistrent un dépassement des normes, ils vont alors contacter votre voisin pour pouvoir aller faire d'autres types de mesures de bruit et vérifier à ce moment-là la norme nationale qui détermine les performances des parois entre logements. Et si le voisin accepte que ces mesures de bruit soient faites, puisqu'il faut installer chez lui des sources de bruit et prendre les mesures chez vous, et qu'on constate alors que le bâtiment ne répond pas du tout aux normes nationales, à ce moment-là, le voisin peut être obligé à faire des travaux ou en tout cas partager, à faire des travaux en concertation avec vous éventuellement, parce que c'est parfois plus efficace de le faire chez vous, mais ce serait idéal de partager les frais. Enfin bon, voilà, là, ce qui se passe après, c'est un peu des pourparlers, mais voilà, ce dépôt de plainte à Infobruit n'aboutit pas toujours. En tout cas, quand c'est contre un particulier. Ça, ça fonctionne mieux quand c'est contre un commerce, par exemple un restaurant qui a une hotte qui fait un bruit permanent ou ce genre de choses. Les, ce système de plainte fonctionne mieux contre des commerces ou
des entreprises que contre des particuliers. Alors, quelle est la meilleure façon d'éviter que le bruit du voisin du dessous ne passe par une cheminée? La cheminée n'est plus utilisée. La meilleure façon, euh, c'est de reboucher le trou sur toute la profondeur, comme je l'ai dit, mais éventuellement, si la cheminée n'est plus utilisée, vous pourriez la démolir. Enfin, je ne sais pas à quel étage vous êtes et combien il y a d'étages au-dessus, mais vous pourriez aussi faire une fermeture plus lourde au niveau du plancher. Euh, voilà, et c'est peut-être plus facile de le réaliser si vous démolissez la cheminée que si vous ne le faites pas, mais c'est possible aussi en gardant la cheminée de renforcer la masse au niveau du plancher lui-même et puis de refermer avec un maximum de masse. Alors, il reste 2, 3 questions. On va les poser et puis on va s'arrêter là parce que le temps est déjà un petit peu dépassé. OK. Alors, la prochaine question, je suis là. Hop. Alors, comment diminuer le bruit des systèmes de ventilation dans les plafonds que j'entends car je suis sensible au bruit alors que cela ne dérange pas les autres personnes? Quelles sont les normes limites d'exposition? Bon, les normes limites d'exposition, elles ne sont pas très sévères, donc ce ne sera pas un outil pour vous. Je pense que les normes acceptent 30 décibels de bruit de ventilation, ce qui est énorme, je trouve. Mais bon, les normes aussi bien bruxelloises que la norme nationale sont en cours de révision et seront probablement plus sévères. Mais bon, il faut patienter pour que la nouvelle version sorte. Mais comment diminuer le bruit des systèmes? En fait, c'est vraiment une question de réglage. Il y a moyen de placer on appelle ça des silencieux. Ce sont des pièces qu'on intercale sur le circuit qui est tapissé de matériaux absorbants. Donc, ce sont des pièces assez encombrantes. Donc, il faut avoir quelque part sur le parcours du système de ventilation la place pour insérer ces silencieux. Il y a aussi moyen d'insérer des silencieux dans les bouches. Euh, oui, dans les bouches de pulsion. Euh, Sinon, l'idéal, c'est de régler le débit pour que l'air circule à la plus basse vitesse possible. Alors, il y a, dans une installation existante, c'est assez difficile parce que en insérant les silencieux, vous allez avoir une perte de charge et pour la compenser, on aura tendance à accélérer la vitesse au lieu de la diminuer. Euh, et voilà, il y a des normes de débit à respecter qui imposent évidemment une vitesse de circulation de l'air. Donc, c'est plutôt à la base, quand on conçoit le système de ventilation, qu'il faut penser à tout ça, qu'il faut bien vérifier que les installateurs ont pris en compte tout ça, qu'ils ont prévu des silencieux, qu'ils ont surdimensionné l'installation. C'est la clé, en fait, plus l'installation est surdimensionnée, plus elle permet de faire circuler l'air à basse vitesse et moins le bruit est important. Alors, question suivante. Donnez-vous des conseils sur base d'un métier descriptif et plan avant chantier? Oui, on peut le faire. Oui, on peut le faire. Alors, maintenant, oui, c'est vrai que si c'est un métier descriptif, s'il y a l'intervention d'un architecte, euh, on va pas. Oui, on peut aider les architectes, mais les architectes peuvent aussi faire appel au facilitateur bâtiment durable qui fait le même genre de service, qui rend le même genre de service que nous, mais aux professionnels, aussi bien aux professionnels du bâtiment qu'aux syndics professionnels. Alors, j'envisage de placer du liège au sol. Faut-il prévoir une sous-couche au-dessus de la chape en béton?
Le liège, il est un petit peu caoutchouteux au début, mais le liège, il a tendance à durcir. Donc, il ne faut pas trop compter sur le liège pour amortir les bruits de pas dans la durée. Il y a un jour où vous allez devoir le remplacer parce qu'il aura durci. Mais s'il durcit alors que vous avez prévu une sous-couche efficace, entre le liège et la chape de béton, à ce moment-là, c'est moins grave. Mais alors, il faut qu'il soit bien désolidarisé du tout. Il faut le considérer comme étant un revêtement dur. Et donc, vous le placez avec une sous-couche amortissante en dessous et de désolidarisation autour et sous les plaintes. Voilà, je pense que on a fait un On peu est le arrivé au tour. bout des questions, du coup, oui, Ouais, tout à fait. c'est bien. J'espère que tout ça va vous aider. Et puis, n'hésitez pas à nous contacter aux coordonnées que vous avez eues. Tout à Bah, fait. Ben, merci beaucoup encore pour cette présentation. Et merci à tous d'y avoir assisté. Donc, mardi prochain, nous allons accueillir Christophe Mouzelard qui travaille pour Natrimoine et qui nous parlera de l'ancien tri postal de Bruxelles. Et une dernière chose, n'oubliez pas de compléter l'enquête de satisfaction. Ça prend que quelques minutes et n'hésitez pas à nous faire des suggestions sur les points améliorés et les sujets à approfondir dans nos prochains webinaires. Voilà, je vous souhaite à tous un bon mardi et j'espère vous voir la semaine prochaine. Merci oui. beaucoup. Et j'ai vu quelqu'un demander s'il pouvait avoir les slides. Oui, elles seront disponibles à un moment donné. Oui, Voilà, dans les deux langues. oui, les Voilà, slides et le webinaire seront disponibles évidemment à un moment donné. Vous serez prévenus. voilà. Merci. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.